BX1+. Le face-à-face. On va rester dans le sport et on va s'intéresser dans notre face-à-face à l'organisation des championnats du monde de cyclisme. C'est en cours, c'est en ce moment, c'est en Belgique. On va en discuter avec notamment Christophe Brandt, qui est manager de l'équipe Wallonie-Bruxelles, ancien coureur professionnel, avec David Laher, qui est responsable cyclisme, notamment à la dernière heure, et Grégory Yenko, qui est un journaliste de BX1, mais qui est un passionné de vélo. Ils seront en ligne avec nous dans un instant. On va commencer par rappeler le programme de ces championnats parce que ça monte doucement en puissance. Sabine Rigelheim, on a commencé à en parler un petit peu dans les médias. On va en parler de plus en plus jusqu'à la fin de la semaine. Vous l'avez dit, ils ont commencé dimanche et ils ont lieu cette année donc en Belgique, plus précisément en Flandre, puisque cette édition ne sortira pas des frontières régionales. Un mondial en Belgique, ce n'était plus arrivé depuis 2002, mais il faut quand même savoir que c'est la 10e fois que notre pays accueille le championnat. Alors au programme, notamment des contre-la-montre entre Knock et Bruges et des courses en ligne entre Anvers et Louvain. Les contre-la-montre ont déjà eu lieu avec notamment pour les élites hommes l'or pour l'Italien Filippo Ganna et l'argent et le bronze pour des Belges respectivement Wout van Aert et Remco Evenepoel. La course en relais, elle, a eu lieu mercredi dernier. Ces championnats, ils seront scrutés évidemment de toutes parts puisqu'il y a plusieurs grands noms du cyclisme qui y sont engagés comme ceux qu'on vient de citer ou encore Julian Alaphilippe. Voilà, et puis il y a aussi Roglic, Pogačar, etc., etc. Je vais commencer avec vous, Christophe Brandt. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le manager de l'équipe Wallonie-Bruxelles. Alors, parfois on dit l'équipe Bingo Powell Sauce, parce que je pense que les sponsors dans le monde du vélo, c'est très important de ne pas les oublier. Vous avez fait 6 Tours de France, si je ne me trompe pas. Les championnats du monde, c'est très différent d'une grande course à étapes comme le Tour de France, le Giro, la Vuelta, etc. Disons que les championnats du monde permettent de gagner un maillot distinctif qui marque une carrière de sportif, je pense, comme d'autres titres de champion du monde dans d'autres disciplines. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a une certaine ferveur aussi populaire, pas spécialement parce que c'est en Belgique cette année, mais bon, on défend quand même le maillot national. C'est un peu un entourage différent de ce qu'on peut connaître habituellement dans les courses avec les équipes. Donc c'est clair que c'est quelque chose de marquant dans une carrière. Ouais, et ce sont aussi des équipes très différentes, parce que donc vous êtes le manager d'une équipe. Quand vous couriez, c'était sous les couleurs de l'auto, si je me trompe pas. Oui. Au championnat du monde, on est dans les équipes nationales. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des équipiers qui sont peut-être les concurrents de tout le reste de la saison. Est-ce qu'on travaille vraiment en équipe lors d'un championnat du monde ou est-ce que c'est quand même pas un petit peu chacun pour soi ? Non, je pense que c'est un peu le travail du sélection nationale d'arriver à créer une osmose autour d'un groupe, comme vous l'avez dit, de coureurs qui habituellement sont peut-être rivaux. Et je crois que non, de manière générale, ça se passe pas mal au niveau de la fédération, on va dire, de ces différents coureurs. Alors, je vais donner la parole à David Laher, donc responsable Omnisport, à la dernière heure. Les Belges, ils ont une chance. On a cité Van Aert, Evenepoel. On sait qu'en face, il y a Alaphilippe, il y en a d'autres. Vous avez, j'imagine, déjà un peu observé le tracé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la manière dont ça pourrait se passer ? Et est-ce qu'on va de nouveau avoir des places sur le podium ou est-ce qu'on pourrait avoir un maillot arc-en-ciel ? Je sais que je vous demande de jouer à Madame Irma et qu'on n'aime pas ça, mais c'est un peu le jeu. Effectivement, envisager d'avoir un maillot arc-en-ciel, maintenant la probabilité de ne pas l'avoir est quand même plus grande que celle de l'avoir, je pense. Wout van Aert, ce n'est plus une pancarte qu'il a sur lui, mais carrément un panneau d'autoroute de favoris. Donc il est attendu, l'équipe belge forcément est attendue aussi, et comme vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup de beau monde à côté, donc ça ne va pas être facile. C'est un tracé qui est fait pour lui, l'équipe a été construite pour lui. Même si certains diront que la présence de Remco Evenepoel peut peut-être un peu le troubler, mais ce sera pas facile. Lui, il dit je veux absolument maintenant devenir champion du monde parce qu'il en a marre d'avoir beaucoup de médailles d'argent. Mais il y a du beau monde à côté. Ouais. Remco Evenepoel, il va être un équipier, un lieutenant, ou il peut, si les circonstances de course lui sont favorables, jouer une carte solo ? C'est une bonne question. Lui dit qu'il est prêt à se mettre à plat ventre pour Wout van Aert, qu'il est là pour ça, que ces championnats du monde sont déjà réussis avec sa médaille de bronze au contre-la-montre. Maintenant, avec Remco, on ne sait jamais. Quand il a les bonnes jambes, on sait très bien que c'est quelqu'un qui fonctionne énormément à l'instinct, et donc je ne sais pas, on va voir. Ouais. Grégory Yenko, même question. Vous êtes un passionné de vélo, vous suivez ça, vous avez un blog même, je pense. Vous voyez qui sur le podium ?
Alors sur le podium, évidemment, j'espère évidemment les Belges, mais c'est vrai qu'il y a énormément de nations qui peuvent clairement tenter leur chance sur un tel parcours. C'est un parcours justement, comme on dit, pour explosif, pour puncher, où il y a beaucoup de possibilités. Justement, il y a une trentaine de côtes qui vont être escaladées dimanche pour la course des hommes. Moi, je dirais surtout l'Italie avec Sonny Colbrelli qui est devenu champion d'Europe devant Remco Evenepoel il y a moins de 2 semaines maintenant. C'était en Italie, à Trento. Je citerai aussi le Danemark où ils ont plusieurs cartes avec Magnus Kort et Michael Valgren qui ont gagné très récemment. C'est beaucoup de coureurs qu'en effet on n'entend pas beaucoup dans le grand public, mais qui sont très très forts sur ce type de parcours. Et la France, en effet, avec Julien Alaphilippe, qui est quand même tenant du titre, et je pense qu'il veut une deuxième année le titre mondial. Ouais. Christophe Brand, je reviens vers vous. On se pose beaucoup de questions quand on ne connaît pas très bien ce milieu sur les rapports d'amitié, de loyauté, de concurrence. Alors on sait très bien que dans le vélo, il n'y a pas autant d'argent que dans le football et peut-être que les rapports sont un petit peu plus. Est-ce que entre les coureurs, quand on court pour une nation, on est liés les uns aux autres? Est-ce qu'il y a des rapports d'amitié, par exemple entre Evenepoel et Van Aert, ou à votre époque, vous, quand vous couriez, vous aviez le sentiment qu'il y avait vraiment des esprits d'équipe? Je voudrais que vous nous éclairiez un petit peu sur ce qui peut se passer dans la tête d'un coureur à ce moment-là, quand on voit qu'on peut peut-être jouer une carte solo, mais qu'on est théoriquement au service d'un leader qui est juste derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, je voudrais rappeler que dans le milieu du vélo, on s'entraîne aussi beaucoup chez soi. Donc, on a des compagnons d'entraînement qui peuvent être aussi des coureurs qui font partie d'autres équipes. Donc, c'est quand même un point important. Donc, on peut avoir des coureurs qui, par exemple, sont membres d'équipes différentes. Je vais prendre l'exemple de Greg Van Avermaet et Oliver Nassen, qui sont 2 coureurs connus en Belgique, qui étaient dans 2 équipes différentes. Maintenant, ils sont sous la même bannière, je veux dire, mais ils étaient l'un un coureur chez BMC et l'autre chez AG2R. Donc, ils s'entraînaient tous les jours ensemble. Donc, je pense que là, ça peut faciliter évidemment les rapports. Mais je crois que il est important au départ, dans les jours qui précèdent la course, d'avoir une tactique et d'élaborer une tactique. Je pense de laisser de la place un peu à tout le monde. Donc, je pense que Remco le limiter au rôle de Grégario, on va dire, d'équipier, c'est un peu peut-être un peu peu. Mais je crois qu'il doit rouler juste, il doit rouler en fonction de ses capacités, peut-être pas comme au championnat d'Europe où il est allé à l'arrivée avec un coureur qu'on savait plus rapide que lui. Mais là, clairement, voilà, on sait que Van Aert, s'il arrive dans une condition de sprint, il est le meilleur. Et là, il devra se mettre à son service. Et je crois que là, il le fera parce que c'est une évidence. Mais voilà, on court sans oreillette aussi, c'est un peu différent de ce qu'on peut connaître. Ça change beaucoup de choses. Oui, je pense, parce que déjà, il faut avoir les informations. Donc, voilà, on va courir sur les petites routes du Brabant flamand, là, du côté d'Overijse. C'est pas toujours facile de voir non plus s'il y a une échappée qui se dessine, qui fait partie de cette échappée. Donc, ça peut prendre du temps avant d'avoir les infos. Là où, quand on a les radios, on a rapidement les infos. Donc, ça, c'est une donne qu'il ne faut pas sous-estimer. Ouais, David Lemaire, ça change beaucoup de choses, cette histoire d'oreillette. Est-ce que vous feriez partie de ceux qui pensent que, par exemple, au Tour de France, qui reste la course la plus suivie et la plus populaire, si on enlevait les oreillettes, on reviendrait à un peu plus de suspense, comme le Tour d'en France de nos enfants? Je sais que j'ai l'air d'être un vieux nostalgique quand je dis ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui trouve que le cyclisme est un petit peu trop industrialisé. Oui, je suis un vieux nostalgique aussi alors, parce que comme vous, je suis un peu partisan de ce cyclisme, je vais dire très très spontané, sans oreillette. Même si maintenant, avec cette nouvelle génération, vous avez cité Pogacar, Evenepoel, il y en a d'autres, on revoit un cyclisme offensif avec des gens qui calculent un peu moins. Mathieu Van Der Poel fait énormément ça, en partant de loin. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins cadenassé que ça l'était il y a quelques années, mais c'est sûr que des courses courues sans oreillette, c'est très sympa. Ouais, Christophe Brand, quand vous êtes manager, quand vous êtes en course, vous utilisez beaucoup l'oreillette? Oui, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle de l'oreillette. Aujourd'hui, on est quand même sur des terrains qui sont compliqués, il y a beaucoup d'aménagements routiers, et je crois que ça sert aussi beaucoup à ça, à informer les coureurs des différents dangers qu'il peut y avoir sur la route. Ce n'est pas que de la tactique ou que freiner les coureurs. Au contraire, je pense qu'on est plutôt là pour les encourager, pour les soutenir, pour les pousser à être offensifs, et pas comme on a l'impression, comme j'entends souvent, oui, c'est pas l'oreillette qui freine les coureurs, c'est des fois des conditions de course ou des parcours très difficiles. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer un championnat du monde à un Tour de France où là, il y a beaucoup plus d'étapes.
Ici, sur un championnat du monde, c'est le meilleur qui gagnera sur une journée. C'est bien différent de ce qu'on peut voir sur une Il n'y a course. qu'un seul classement qu'on peut viser, ce qui n'est pas le cas du Tour de France. Grégory Yenko, peut-être un mot encore sur le parcours. J'imagine que vous l'avez regardé. Pour vous, la différence, elle va se faire où ? Mais justement, je trouve que le parcours est très particulier parce qu'on a deux circuits en fait bien distincts. On a eu un circuit à Louvain qui sera le circuit final et qu'ils vont déjà découvrir une fois auparavant. Et puis le circuit d'Overace, donc vers le sud, où là c'est vraiment les côtes les plus raides et les plus difficiles avec des côtes pavées notamment. Et je pense que justement, pour moi, ça va se jouer plutôt du côté d'Overace, donc les circuits les plus difficiles, parce que ce sont des routes que les coureurs connaissent bien, elles existent déjà sur d'autres classiques et je trouve qu'elles sont très techniques et qu'elles ne permettent pas justement à un peloton de bien s'organiser derrière une éventuelle échappée qui essayerait d'y aller avant d'aller à Louvain. Donc vous pariez sur une cassure avant l'arrivée sur le circuit final et pas une arrivée au sprint? Moi, je pense. Mais voilà, après, c'est comme d'habitude, les coureurs font la course, etc. Voilà. Christophe Brandt, même question, même analyse? Oui, je suis d'accord. Je pense que si on veut faire une sélection, ce sera sur le circuit d'Overace que ça devra se faire. Et si on rentre avec, s'il n'y a pas cette sélection, le circuit de Louvain sera pas assez sélectif. Alors, ce championnat du monde, c'est aussi l'occasion de jeter un coup de projecteur sur la pratique du vélo en Belgique. Alors, le vélo, c'est le cyclotourisme et c'est donc le cyclisme sportif. Est-ce qu'on peut dire qui fait du vélo? Ça concerne combien de personnes aujourd'hui, Sabine? Alors effectivement, il n'y a pas que le cyclisme sportif, il y a aussi le cyclisme quotidien, tout simplement. Selon une étude de la Fédération de la mobilité, Traxio, qui date de 2020, eh bien, l'engouement pour le vélo, et on le sait, a explosé lors des confinements, notamment pour le vélo électrique. Il s'en est vendu 18% en plus en 2020 qu'en 2019, selon une autre étude, celle du SPF Mobilité cette fois. 41% des Belges utilisent un vélo classique pour leurs déplacements au moins une fois par an. Bon, ça peut paraître pas beaucoup, mais enfin voilà, ce sont les chiffres du SPF Mobilité, et 15,6% un vélo avec une assistance électrique. Selon la même étude, le vélo est davantage utilisé en Flandre, à 55% pour le vélo classique, qu'à Bruxelles, 25% des Bruxellois qui utilisent le vélo classique. Même tendance pour les vélos électriques. À Bruxelles, selon une étude, selon un comptage réalisé par ProVélo l'an dernier, on compte aujourd'hui 36 000 cyclistes contre 16 000 en 2013. L'augmentation est donc tout de même notable. Voilà, on va parler de cyclisme sportif. Je voudrais voir, Christophe Brandt, va y avoir un coup de projecteur, on va en parler dans beaucoup de médias, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a le sentiment, quand on entend tous ces chiffres, j'ai entendu dire qu'on avait un millier de professionnels de cyclisme sportif de par le monde, qu'on est aujourd'hui en Belgique une nation, il y a beaucoup de cyclotourisme, les cyclistes du dimanche, mais que ça perce pas vraiment dans le cyclisme sportif, c'est-à-dire les gens qui s'entraînent, qui font vraiment des courses, que ça a même plutôt tendance à régresser. Vous avez ce sentiment-là, et est-ce que vous espérez que les championnats du monde vont corriger ça? Oui, il faut avouer que la sécurité sur les routes joue un grand rôle pour la pratique du vélo, en tout cas chez les plus jeunes. Donc on se tourne de plus en plus vers une initiation au vélo, vers des pratiques de VTT, de cyclocross, de BMX, donc des disciplines, on va dire, du cyclisme, mais qui ne sont pas le cyclisme de route comme on a les championnats du monde pour l'instant en Belgique. Et je crois que oui, de toute façon, les championnats du monde ne peuvent jouer qu'un effet positif, mais on doit entrevoir la formation d'une autre manière que ce qu'on a pu la faire auparavant, à mon époque, ou encore il y a 10 ans d'ici. Quand vous parlez du VTT, on sait que c'est très très populaire en Flandre, ça l'est beaucoup moins du côté francophone. Comment est-ce qu'on explique ça ? Je pense que c'est le contraire. Le VTT est très populaire en Wallonie parce qu'il y a vraiment des terrains pour le pratiquer. Le vélo de route est plus populaire en Flandre qu'en Wallonie, ça c'est clair. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à la pratique du vélo. Donc ce sont des études qui datent du confinement et c'est peut-être un engouement qui a justement été créé pour les raisons qu'on connaît. Ouais. Mais je crois qu'il faut maintenant, il faut des outils aussi pour pouvoir développer tout ça. Et je pense que des centres pour la pratique du vélo pourraient voir le jour incessamment et ce serait des bonnes choses pour la pratique chez les plus jeunes. Ouais, David Leher, on peut espérer que cet engouement pour le vélo lié au confinement, ça va se traduire ensuite par un passage soit du cyclotourisme, soit du vélo utilitaire pour aller travailler, parce que c'est ce qui s'est quand même beaucoup passé pendant le confinement, vers un passage vers le cyclisme sportif plus massif, notamment au niveau des jeunes ? Ou ça n'a rien à voir ? Oui, j'ai l'impression que ce sont deux choses différentes.
Les gens comme vous et moi qui vont aller travailler en faisant du vélo, etc., il y en aura peut-être un peu plus qu'avant. Moi, je le vois à Bruxelles notamment, où il y a de plus en plus de cyclistes qui prennent parfois de gros risques pour circuler dans Bruxelles. Donc, il y en a de plus en plus, donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, je pense que c'est pas lié avec la pratique sportive. À mon avis, ça, c'est quelque chose de complètement différent. Ouais. Grégory Yenko, il y a un engouement, malgré tout, populaire en Belgique pour le sport. Cette fois-ci, le cyclisme, c'est quelque chose... On reste dans les peuples d'Europe un de ceux qui aiment le plus le vélo ou pas ? Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, en tout cas au niveau des amateurs qui veulent se lancer un peu comme ça dans le cyclisme, de cyclotourisme, etc. Il y a beaucoup de randonnées qui sont créées. Mais je parle vraiment du sport, donc l'engouement, par exemple, sportif. Pour le Tour de France à la télévision, des choses de ce genre-là, ça reste très fort, hein. Ça reste très fort et ça se confirme au fil des années, malgré tout. Quand on voit le Tour de France, la RTBF fait encore des audiences de plus de 200 000 personnes par jour, ce qui est assez énorme pour une après-midi. Et même lors des championnats du monde, dès qu'il y a justement ici, on a des Belges qui peuvent être champions du monde, je suis certain qu'on va encore avoir des très hautes audiences, et même dans les rues de Louvain, même s'il y a le Covid qui est encore là, etc. Mais on attend encore entre 300 000 et 400 000 personnes dimanche, ce qui est assez énorme. Ouais, et en plus, on va signaler que c'est a priori sans le Covid Safety Kit et que ça devient rare les événements de masse sans le Covid Safety Kit ces jours-ci. Christophe Brandt, je voudrais revenir vers vous. C'est quoi les prochains objectifs pour votre équipe Wallonie-Bruxelles ? Qu'est-ce que vous avez au calendrier et qu'est-ce que vous espérez pour les semaines qui viennent ou pour la saison prochaine ? Disons que nous, on a une équipe de développement et une équipe professionnelle. Donc évidemment, le but, c'est de faire passer des jeunes talents au niveau professionnel. Ici, dans l'immédiat, on a encore pas mal de courses sur cette fin de saison, notamment Paris-Roubaix, Paris-Tours, ici après le championnat du monde. Donc ce sont deux grands objectifs où on va pouvoir faire découvrir à nos coureurs le top niveau mondial, comme on le fait régulièrement. Et puis pour les saisons prochaines, simplement continuer à cette formation qu'on a débutée depuis 8 ans maintenant et qu'on essaie on essaie de donner vraiment la possibilité à des jeunes coureurs de pouvoir se frotter au haut niveau et essayer de faire leur place à ce haut niveau. Et on voit que ça marche plutôt pas mal parce qu'on a régulièrement des coureurs qui intègrent le World Tour. Et le but, c'est d'avoir évidemment une base qui soit encore plus large, comme on l'a dit, qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui puissent faire du vélo. Et puis, de ça, il y a une élite qui se détache et on aura d'autant plus de champions demain. Ouais. Pour l'équipe Wallonie-Bruxelles, il n'y a pas un peu de frustration de vous dire vous n'êtes pas dans le top mondial et quand il y a un bon qui arrive chez vous, on va vous le piquer ? Ou est-ce qu'un jour, vous vous dites non, on va être dans les meilleures équipes ? Oui, je pense que là, c'est une question de budget. C'est quoi le budget chez vous et si on peut le comparer aux grandes équipes, pour nous donner un ordre de grandeur ? Le budget total de notre structure, donc pour les pros et les espoirs, c'est à peu près 2,8 millions d'euros. Et une structure comme Ineos, c'est 35 millions d'euros. Voilà, donc on a un rapport de quasiment de 1 à 15, ou voire de 1 à 20. Ouais. Il y aura des champions belges qui seront en mesure de gagner un Tour de France dans les prochaines années ou pas ? Je pense que oui, je pense que la Belgique a bien réagi, a vécu pendant longtemps sur son passé, on va dire, et sur la culture cycliste. Et puis depuis 5-6 ans, on a mis pas mal de choses en place, pas que nous, donc toutes les équipes de développement, les équipes professionnelles aussi. Et je crois qu'on voit maintenant de plus en plus souvent arriver des jeunes Belges au plus haut niveau. Bon, Remco est une exception parce qu'il arrive comme une météorite. Mais derrière lui, il y a beaucoup de très bons coureurs belges, il y a beaucoup de coureurs dans le World Tour. Et je pense qu'on peut s'attendre à avoir des années plus riches que ce qu'on a pu avoir les dernières années, même si on a toujours eu des grands champions. Ouais, David Leher et Grégory Yenko, je vous ai vu faire oui de la tête, vous êtes d'accord ? Il y aura un prochain Eddy Merckx, je caricature, je vais peut-être un petit peu trop loin, mais il y aura de prochains champions, ça c'est sûr ? David Leher. Disons qu'en tout cas, je me rends bien compte que on travaille très très bien à ce niveau-là, que de plus en plus de jeunes coureurs qui arrivent sur le circuit maintenant sont des coureurs qui ont ce profil, qui parlent de grands tours, qui parlent d'épreuves à étapes. Il y a le junior, Kian Uijtebroeks, entre autres, il y en a d'autres, et ça, effectivement, c'est un discours assez nouveau, donc moi j'ai bon espoir, oui. Ouais, Grégory Yenko.
Même chose, on voit vraiment que au niveau du développement, ces 10 dernières années, il y a beaucoup qui a été fait. Il y a aussi beaucoup plus d'équipes de développement qui se sont créées. On comprend bien au niveau des équipes professionnelles qu'il faut avoir un vivier plus important chez les espoirs, chez les juniors, pour justement faire grandir ces jeunes au plus haut niveau. Maintenant, parfois, certains diront que ça va peut-être un peu trop vite, mais voilà, on sent que de plus en plus, on ne reste plus sur ces routes d'entraînement ici en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles, mais on essaye d'aller vers d'autres routes et ça permet justement de grandir en montagne, sur le contre-la-montre, etc. Grégory Yenko, David Leher pour la dernière heure et Christophe Brandt qui est manager de l'équipe Bingo Powells Wallonie-Bruxelles. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Il est 13h, on va donc y mettre un terme, tourner une page de pub et aborder la vie du web.